Messieurs les ministres, Excellences, Messieurs et Madame les ambassadeurs, Madame l'ambassadrice, Mesdames et Messieurs, Messieurs les parlementaires, chers amis, Monsieur le ministre de l'Économie et des Finances, Monsieur Mohamed Ben Chehboun, va prendre la parole pour cette allocution d'ouverture. Je vous remercie. Très bien. Messieurs les ministres, Excellence Madame l'ambassadrice, Monsieur le Président de Fondafip, Monsieur le Trésorier général du Royaume, Mesdames, Messieurs, je voudrais tout d'abord commencer par vous souhaiter la bienvenue à cette 13e édition du colloque international sur les finances publiques que notre ministère a pris l'habitude d'organiser à travers la Trésorerie générale du Royaume et la Fondation internationale des finances, l'association pour la Fondation internationale des finances publiques, avec le soutien de la Revue française des finances publiques sur un thème fort important et d'actualité aujourd'hui, quelle finance locale dans un monde en mutation. Je voudrais donc commencer par exprimer mes vifs remerciements au professeur Michel Bouvier, au professeur Marie-Christine Esclasson et M. Bensouda pour les efforts qu'ils déploient habituellement et pour le soin qu'ils apportent à l'organisation de ces colloques. Je voudrais également m'adresser à tous ceux qui se sont associés à l'organisation de cet événement, et notamment les présidents de séance et aux intervenants des 3 tables rondes qui vont être programmées dans quelques instants. Mesdames, Messieurs, je voudrais tout d'abord vous dire combien je me réjouis du choix de ce thème. Du choix de ce thème qui est lié au financement des territoires et qui s'inscrit en droite ligne des orientations de Sa Majesté le Roi, en vertu desquelles les régions et les collectivités locales sont appelées à jouer un rôle central en tant que véritable moteur de croissance et de valorisation de la richesse nationale. L'implication des territoires avec les structures administratives déconcentrées donnera un nouvel élan à la dynamique de développement socio-économique dans notre pays pour concourir à la réalisation de nos objectifs en matière de justice sociale et territoriale. L'analyse
de la croissance économique nationale confirme l'engagement du Maroc sur la voie de la modernisation et de la diversification de sa base productive. Notre économie, juste pour rappeler, a pu réaliser un taux de croissance qui se situe autour de 4% en moyenne par an depuis 10 ans. Cela a été rendu possible grâce à une stratégie de pilotage qui s'est avérée concluante en termes de renforcement de la confiance du système productif et de l'attractivité de notre économie, mais également en matière de sauvegarde des équilibres fondamentaux des finances publiques. Les actions engagées se sont traduites par l'amélioration relative des marges de manœuvre budgétaires de l'État qui lui ont permis de maintenir une certaine dynamique de l'investissement public et d'accompagner la mise en œuvre des stratégies sectorielles et des programmes sociaux. Toutefois, le taux de croissance moyen de 4% enregistré par notre pays demeure en moyenne inférieur à ce qui est observé dans les pays émergents et insuffisant pour réduire les inégalités sociales et territoriales et pour réduire le chômage des jeunes, notamment dans un contexte mondial marqué par des tensions économiques et sociales. Face à cette situation, et en vue de remettre le Maroc sur la voie d'une croissance plus forte et durable, Sa Majesté le Roi a rappelé, notamment dans le discours du trône de 2019, qu'il est temps pour le Maroc de reconsidérer son modèle de développement pour le mettre en phase avec l'évolution que connaît notre pays. De même, et conformément aux orientations de Sa Majesté, et suite à l'adoption en 2018 de la charte de déconcentration administrative, le gouvernement a entamé et a accéléré le rythme de l'élaboration des schémas directeurs de déconcentration. Il vise le transfert du centre au service déconcentré, des prérogatives de nature décisionnelle et celles devant faire l'objet de délégations, avec le transfert en conséquence des ressources humaines et matérielles nécessaires. De plus, nous avons procédé à la mise en œuvre d'une véritable politique de territorialisation des politiques publiques en cohérence avec les objectifs assignés au chantier de la régionalisation avancée. Les lois organiques adoptées en 2015 ont défini le partage de prérogatives entre chacune des composantes de l'organisation institutionnelle et administrative du Royaume en se référant au principe de subsidiarité énoncé par ailleurs dans la Constitution. Le gouvernement a par ailleurs fait aboutir la réforme des centres régionaux d'investissement, devant désormais constituer un levier majeur de facilitation des projets d'investissement, mettant un terme aux dysfonctionnements ayant auparavant entravé la dynamique d'investissement au niveau territorial. Dans le même sillage, le gouvernement est en train de mettre en place un projet de loi cadre relatif à la réforme de la fiscalité suite aux recommandations dégagées lors des dernières assises fiscales tenues en mai dernier. En vue de surmonter les difficultés vécues par les entreprises, nous avons apporté tout l'appui et le soutien nécessaire au tissu économique en termes d'amélioration du climat des affaires et de facilitation de l'accès des PME au financement bancaire et à la commande publique dans le cadre d'un projet qui est en cours de finalisation dénommé Small Business Act. Dans le même sens, le gouvernement a honoré les engagements pris vis-à-vis des entreprises, notamment en ce qui concerne les délais de paiement, les remboursements des arriérés de TVA, conformément aux orientations de Sa Majesté contenues dans le discours du 20 août 2018 à l'occasion du 65e anniversaire de la Révolution du roi et du peuple. Au niveau de la restructuration du portefeuille de l'État, des contrats-programmes sont finalisés ou en préparation. Ils visent la révision des modèles économiques et institutionnels de certains établissements et entreprises publiques, la rationalisation de leurs dépenses et la cession de certains actifs non stratégiques. Mesdames, Messieurs, la grande question demeure posée. Compte tenu des effets de la globalisation, comment imaginer des finances locales en phase avec les nouvelles orientations ?
Il y a quelques années encore, on pensait que la gouvernance des finances locales était moins une question de moyens qu'une question de modèles et d'outils de gestion. Au vu des changements auxquels nous assistons et qui iront grandissant, nous pouvons être certains. Il semble que la question des moyens reprend ses droits. Mais cela ne doit pas occulter le modèle et les outils de gestion pour autant. L'ensemble doit bien évidemment être appréhendé comme un tout cohérent et équilibré. Aujourd'hui, plus qu'avant, les ressources financières sont une denrée rare. Cela est vrai pour les collectivités locales autant que pour l'État. Il s'agit donc aujourd'hui de gérer cette rareté et de faire preuve d'innovation et d'imaginer de nouvelles sources de financement. Gérer cette rareté reviendrait à trouver la meilleure répartition des ressources actuelles entre l'échelon national et l'échelon local. La répartition optimale entre le national et le local améliorerait l'efficacité de l'action locale et répondrait en même temps mieux aux préoccupations de développement global du pays. Le rapport de la Cour des comptes sur la fiscalité locale, publié en 2015, a établi un diagnostic qui, en substance, je cite, dit ceci: la complexité du système fiscal local et les insuffisances de sa gouvernance, qui nécessitent un vaste chantier de réforme devant intégrer l'évolution du processus de la régionalisation avancée. Ce même rapport met en avant la nécessité de la simplification et de la modernisation du cadre juridique et institutionnel de la fiscalité locale comme un préalable à l'amélioration des rendements des taxes. La mobilisation du potentiel fiscal local, qui est donc un enjeu majeur, passe avant tout par une meilleure appréhension de la matière imposable et par la levée des dysfonctionnements d'assiette. D'un autre côté, il est légitime d'explorer de nouvelles pistes à la recherche de nouvelles formes de financement qui auraient éventuellement montré leur efficacité sous d'autres cieux, sans tomber, et bien évidemment, dans le piège de l'imitation aveugle. Il serait également intéressant d'examiner les possibilités de renforcement des recettes non fiscales. Pour ne citer que cela, l'emprunt est-il une option viable pour le financement des investissements locaux, compte tenu du niveau d'endettement de nos collectivités? Deuxièmement, quelles sont, le cas échéant, les conditions ou les garde-fous à mettre en place? Il me semble que ce sont là des questions qui méritent d'être examinées posément, sans précipitation et sans parti pris. Il devient indispensable de disposer aujourd'hui d'un modèle à la hauteur du défi du moment, un modèle qui libère les énergies de nos territoires. Pour gagner ce pari, le modèle vers lequel nous devons nous orienter devrait être léger, souple et capable de s'adapter au rythme des changements imposés par le monde qui nous entoure. La dynamique des réformes lancées au début des années 2000 a permis de réaliser des avancées considérables. Les fondamentaux macroéconomiques de l'économie marocaine ont montré une certaine stabilité des finances publiques. Mais aujourd'hui, c'est par le développement de l'échelon local que passe le développement de notre pays. Les politiques économiques devraient être élaborées, mises en œuvre et évaluées au niveau local. Cela suppose bien entendu de disposer d'une vision claire de la gouvernance locale qui doit s'intégrer dans la dynamique globale. Et cela passe par un cadre de référence nouveau qui serait bâti autour de deux idées forces, la liberté d'action et la responsabilité. Sa Majesté le Roi, dans son dernier discours du trône, a appelé à la nécessité de faire preuve d'ardeur créative et d'innovation dans la gestion de la chose publique. Mesdames, Messieurs, avant de finir, je voudrais juste dire un mot, c'est que je suis certain que cette édition, à travers l'expertise de tous les amis qui vont animer les tables rondes, va nous permettre de sortir avec un certain nombre de recommandations pour mieux orienter nos choix futurs. Et je félicite les organisateurs pour le choix pertinent de cette thématique. Et je vous remercie.
Alors, Monsieur le ministre de l'Économie et des Finances, cher Mohamed Benchaboun, Monsieur le ministre délégué auprès du ministre de l'Intérieur, cher Noureddine Boutayeb, Monsieur le trésorier général du Royaume, cher Noureddine Bensouda, Monsieur le président de la Fondation internationale des finances publiques, cher Michel Bouvier, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, Mesdames et Messieurs les parlementaires, présidents, gouverneurs, conseillers, Mesdames et Messieurs en vos titres et capacités, je voudrais vous dire tout d'abord tout le plaisir que j'ai à être parmi vous pour la première fois à ce traditionnel colloque de la Fondafip, événement qui rassemble chaque année depuis 13 ans des hauts responsables et les meilleurs experts, en tout cas marocains et français, en matière de finances publiques. Et Dieu sait qu'il y a des experts au Maroc et en France sur ces questions. Vous me permettrez de saluer plus personnellement, pour son implication et son engagement, M. Noureddine Bensouda, trésorier général du Royaume, et le président Michel Bouvier, qui sont à l'initiative de ce colloque. Merci pour ce que vous faites. À votre initiative, cette année, le thème est « Quelle finance locale au Maroc et en France dans un monde en mutation ?» Vaste et intéressant sujet, au moment où les mutations engendrées par la mondialisation posent question à nombre de nos concitoyens et où les collectivités locales sont l'échelon institutionnel de proximité, en première ligne pour recevoir les doléances exprimées et tenter d'y apporter des réponses en lien avec les services de l'État. La mondialisation est perçue, à tort ou à raison, parfois à juste titre, comme un accélérateur d'inégalités, qu'elles soient sociales, générationnelles, de genre ou bien territoriales. À cet égard, la question des finances locales est clé, car ces dernières permettent de porter les politiques publiques au plus proche des citoyens. Les finances locales, en plus de financer les biens publics locaux, peuvent contribuer à corriger les disparités territoriales pour tendre vers l'égalité des chances des territoires. Ce 13e colloque de la Fondafip se place dans la lignée, en ce sens, de celui de l'année précédente qui portait sur les finances publiques et la justice sociale. Ce thème de la réduction des inégalités territoriales se pose d'ailleurs autant, mais de manière différente, en France qu'au Maroc. Comment faire travailler de concert l'État, les collectivités territoriales, afin de refermer la fracture territoriale et de bâtir une cohésion des territoires solide? C'est le défi qui est le nôtre. Pour ce qui concerne la France, la réponse est le nouvel acte de décentralisation et le pacte territorial annoncé par le président de la République à l'issue du grand débat du mois d'avril dernier. Un nouvel acte de décentralisation qui doit porter sur les politiques de la vie quotidienne, le logement, le transport, la transition écologique, pour garantir des décisions prises au plus près du terrain et des citoyens. Ces orientations supposeront la mise en place d'une nouvelle architecture fiscale des collectivités locales, avec comme première mesure la suppression de la taxe d'habitation pour 80% des Français. Je sais que le rééquilibrage territorial est une priorité au Maroc, alors que le gouvernement travaille en ce moment même à l'édification d'un nouveau modèle de développement. Je comprends d'ailleurs que les assises de la fiscalité du mois de mai dernier ont permis de dégager un certain nombre d'axes de réforme devant permettre d'atteindre une plus grande équité territoriale et une meilleure articulation entre fiscalité locale et fiscalité de l'État. Cette thématique des finances locales est aussi une bonne illustration de la qualité du partenariat que la France et le Maroc ont ensemble dans ce domaine. Je vais citer quelques exemples. D'abord, celui des collectivités territoriales françaises qui accompagnent leurs consoeurs marocaines, en particulier pour l'organisation de formations sur le thème des finances publiques locales, de pair à pair, au profit de fonctionnaires ou d'élus. Par exemple, la coopération entre la région Occitanie et l'Association des régions du Maroc, entre le Conseil départemental de la Gironde et le Conseil provincial de Meknès, entre la région Centre-Val de Loire et l'administration régionale de Fès-Meknès, ou encore entre l'Association internationale des régions francophones présidée par la région Rhône-Alpes et la Maison de l'élu de Marrakech-Safi. Ce sujet aussi se traduit par un partenariat avec l'Agence française de développement
en faveur des collectivités territoriales marocaines. Sur le plan institutionnel, l'AFD finance en ce moment, en collaboration avec la Banque mondiale, l'instruction d'un grand programme d'appui à l'amélioration de la performance de gestion des communes urbaines. Dans une logique d'approche intermédiaire, l'AFD a par ailleurs renforcé son soutien au fonds d'équipement communal en avril dernier, par le biais d'une subvention et dans le sillage d'un prêt de l'année dernière. Ces investissements permettent de mieux accompagner les collectivités dans la planification, la mise en œuvre et le financement de leurs projets porteurs, tout en renforçant leur résilience aux impacts du changement climatique. Enfin, l'AFD soutient aussi sur les plans techniques et financiers les collectivités territoriales marocaines et leur démembrement dans l'exercice de leurs compétences renforcées en appui à la dynamique de régionalisation avancée. Sur cette question des finances publiques qui vous occupe aujourd'hui, vous le voyez, nos deux pays sont unis par des défis communs et je suis convaincue que les débats que vous aurez cet après-midi seront éclairants sur le chemin à suivre pour nos pays respectifs. Je vous remercie. Monsieur le ministre de l'Économie et des Finances, Monsieur le ministre délégué auprès du ministre de l'Intérieur, Mesdames et Messieurs les parlementaires, Mesdames et Messieurs les élus locaux, Mesdames et Messieurs les responsables d'administration centrale de l'État et des collectivités territoriales, Monsieur le trésorier général du Royaume, cher Nourdine, Mesdames et Messieurs, chers amis du Maroc, de France, d'Afrique, puisque nous avons le plaisir d'avoir des représentants de l'Afrique subsaharienne. Je dois dire que je suis particulièrement heureuse et honorée d'ouvrir avec vous la 13e édition de ce colloque qui nous réunit chaque année à Rabat en septembre. Je ne déflorerai pas le sujet qui a été brillamment évoqué par les interventions précédentes du ministre de l'Économie et des Finances et de Madame l'ambassadrice, mais simplement je me contenterai de rappeler quelques caractéristiques du partenariat qui nous unit, Fondafip et la TGR, depuis plusieurs années. Je crois que nous pouvons parler d'un partenariat particulièrement actif, puisque, outre ce colloque annuel que nous tenons en septembre, c'est la 13e édition, ainsi qu'il l'a été rappelé, nous avons développé depuis 2014 des colloques que nous qualifions d'infra-annuels, d'une demi-journée, 2 colloques infra-annuels par an depuis 2014, 3 depuis 2018, ce qui porte au total, si je ne me suis pas trompée, à 26 colloques que nous avons tenus dans cette enceinte même depuis de nombreuses années. Ce partenariat qui est actif est aussi un partenariat que je crois fructueux par la diversité des thèmes qui ont été abordés. Nous avons traité des sujets classiques, des finances publiques, la comptabilité publique par exemple, mais nous avons, comme Madame l'ambassadrice l'a rappelé, nous avons abordé aussi des sujets plus de réflexion qui inscrivent les finances publiques dans le champ des politiques publiques, par exemple finances publiques et justice sociale, mais nous avons également traité l'État territorial il y a quelques années pour replacer la question des finances publiques dans la territorialisation des politiques publiques. Cette année même, au mois de mars, nous avons réfléchi sur le sujet suivant, finances publiques, numérique et transformation des métiers. C'est un partenariat qui, enfin, est marqué, je crois, et qui se renforce du double saut de l'amitié et de la fidélité. Sans ces 2 caractéristiques, on ne pourrait sans doute pas conduire un partenariat sur de nombreuses années. Nous avons la chance également de bénéficier d'un engagement actif de la part des équipes de la TGR et de Fondafip. Vous me permettrez de terminer en saluant l'implication particulière, résolue, de Nourdine Bensouda dans cette coopération qui nous lie ensemble depuis 2007. Et je voudrais dire ici une caractéristique qui nous frappe profondément, son engagement résolu au service de l'État et son sens élevé de l'intérêt général. Je n'oublie pas, bien sûr, tous ceux qui jouent un rôle déterminant dans cette coopération et le succès que connaissent ces colloques, bien sûr les équipes de la TGR et de Fondafip, mais aussi tous les intervenants français et marocains qui nous font l'honneur d'y participer. Je leur exprime à tous ma vive gratitude. Je vous remercie.
Messieurs les ministres, Leur Excellence, Messieurs les ambassadeurs, Mesdames et Messieurs les élus locaux, Monsieur le Président de Fondafip, Madame le Secrétaire général de Fondafip, Mesdames et Messieurs, permettez-moi de vous souhaiter à mon tour la bienvenue à cette 13e édition du colloque international sur les finances publiques, organisé par le ministère de l'Économie et des Finances et la Fondation internationale des finances publiques avec le soutien permanent de la Revue française des finances publiques sur le thème « Quelles finances locales au Maroc et en France dans un monde en mutation ?» Je voudrais tout d'abord exprimer ma profonde gratitude à Monsieur le ministre de l'Économie et des Finances de nous avoir honorés pour son soutien et son appui inconditionnel à l'organisation de cette manifestation. Je saisis cette occasion également pour remercier vivement nos invités français et marocains qui ont répondu à notre invitation et qui nous honorent de leur présence et leur contribution. Nous sommes honorés par la présence de messieurs le ministre, monsieur le ministre Boutayeb, leur Excellence, messieurs et madame l'ambassadrice de France qui est nouvellement arrivée au Maroc. Je lui souhaite la bienvenue au Maroc et plein succès dans sa mission. Nos honorables parlementaires, les représentants des organismes internationaux, les experts, les universitaires, les opérateurs économiques et les représentants de la presse. Je voudrais adresser mes vifs remerciements les plus chaleureux à M. Michel Bouvier, professeur, président de Fondafip, et Mme Marie-Christine Exclasson, secrétaire générale de Fondafip, pour les efforts permanents et pour leur dévouement pour déployer et perpétuer cette relation entre le Maroc et la France, entre l'université française et la recherche universitaire au Maroc, et qui est devenue aujourd'hui une tradition, et en même temps elle impulse une dynamique dans les échanges sur le plan scientifique. Mesdames et messieurs, je suis profondément convaincu que c'est par l'échange, le débat et la construction commune, le respect de la différence de pensée, que nous pouvons faire avancer nos systèmes respectifs des finances publiques. Cet événement est la traduction concrète de cette idée, on ne peut plus simple. Nous avons toujours ambitionné, à travers l'organisation de ce colloque, d'apporter des réponses tangibles, ou tout au moins des pistes de réflexion réalistes, surtout à la veille de grandes décisions qui se dessinent dans notre pays et en même temps en France, sur le plan des finances publiques, la préparation du projet de loi de finances 2020, et j'espère que tout cela pourra apporter un plus à la réflexion dans ce domaine. Nous avons donc des questions que nous nous posons ici et ailleurs, et nous voulons aujourd'hui cet événement qu'il soit un événement créateur de la valeur ajoutée, réelle pour la France et pour le Maroc. Mesdames et messieurs, permettez-moi de présenter rapidement le programme que vous connaissez de cette 13e édition. Donc les travaux de colloque débuteront par des rapports introductifs, celui du professeur Michel Bouvier, qui est attendu pour ses grandes idées dans le domaine et son expertise de renommée mondiale, et aussi mon exposé. Et puis par la suite, nous aurons la chance d'écouter deux grands témoins, Monsieur le ministre délégué à l'Intérieur, Monsieur Nourdine Boutayeb, qui a toujours participé avec nous dans ces colloques. J'ai essayé de revoir un peu les différentes éditions et j'ai trouvé qu'il était là il y a très longtemps quand il était directeur général des collectivités locales. Donc il continue toujours au ministère de l'Intérieur avec un champ beaucoup plus large et nous sommes heureux et honorés qu'il soit parmi nous aujourd'hui. Nous avons aussi la chance d'avoir Monsieur le ministre Alain Lambert, président commission des finances, ancien ministre du budget, auteur de plusieurs articles et aussi d'ouvrages. Et donc nous avons la chance de l'avoir ici pour nous donner un témoignage en direct sur les finances publiques et les finances locales. Donc le programme, 3 tables rondes, une question simple, quelle fiscalité locale? C'est le sujet de la première table ronde. Enfin simple, elle paraît simple. Et puis le deuxième panel, c'est quelle gouvernance, quelle gestion des finances locales. Et puis un troisième panel sur les financements pour les investissements locaux. Et à l'issue de ces interventions, nous aurons donc le
plaisir d'écouter le professeur Najib Aksbi, qui a longtemps travaillé en tant qu'économiste. Il fera la clôture. Et je vous informe que ce colloque est transmis à travers toutes les régions du Royaume. Si vous le permettez, maintenant je vais faire mon rapport introductif et je vais essayer d'être très succinct et très précis par rapport au thème. Allez-y. Voilà. Après ces ajustements techniques, donc, mesdames et messieurs, le citoyen, en tant que principale finalité du processus de développement, et la réduction des inégalités sociales et spatiales sont deux idées forces sur lesquelles a insisté Sa Majesté le Roi, que Dieu l'assiste, dans son discours du trône de juillet 2019 et celui de la Révolution du roi et du peuple d'août 2019 en vue de renouveler le modèle de développement et bâtir un nouveau contrat social. À Biarritz, lors du sommet du G7 d'août 2019, la question de la lutte contre les inégalités était au cœur de cette rencontre. Le président Emmanuel Macron a tenu à rappeler, à juste titre, que le but des entreprises n'est pas simplement de faire du profit pour les actionnaire, mais qu'elles s'engagent elles-mêmes dans leur quotidien à œuvrer pour plus d'égalité, mieux partager la valeur ajoutée. Dans ce monde en mutation, décideurs politiques, politologues, sociologues et économistes réfléchissent tous sur la réduction des inégalités et sur les voies d'amélioration des conditions de vie des citoyens. Au Maroc, des réalisations importantes ont été accomplies dans le domaine de la démocratie, notamment avec la Constitution de 2011. Des droits et des libertés, ainsi que sur le plan économique, financier et sur le plan des infrastructures. Néanmoins, comme le précise Sa Majesté le Roi, les infrastructures et les réformes institutionnelles, si importantes soient-elles, ne sont pas suffisantes. Les bienfaits du développement réalisés pendant ces 20 années n'ont pas bénéficié à tout le monde. Des lenteurs subsistent et un sentiment d'inégalité progresse. Les citoyens ne perçoivent pas souvent les retombées de ces réalisations sur leurs conditions de vie, notamment en ce qui concerne la qualité des services publics de base, tels que l'éducation et la santé, entre autres. Ces réalisations n'ont pas permis non plus le renforcement de la classe moyenne. Les inégalités sociales sont plus marquées au milieu rural et dans les périphéries urbaines. Aussi, la priorité devient-elle aujourd'hui la réduction des inégalités sociales et spatiales afin d'entamer une étape nouvelle du modèle de développement. Parmi les leviers les plus efficaces, une bonne mise en œuvre de la régionalisation avancée et de la déconcentration administrative est nécessaire en vue d'une meilleure rationalisation de l'organisation territoriale. Ainsi, toutes les parties prenantes de la société sont appelées à agir au niveau de tout le territoire, dans le cadre d'une approche participative, inclusive et coordonnée afin d'assurer la cohésion sociale. À cet effet, les finances locales sont de plus en plus sollicitées en vue de contribuer au développement économique et à la réduction des inégalités sociales et spatiales. Dans ce cadre, la première question à laquelle il va falloir répondre est quel financement pour les collectivités territoriales dont les ressources financières demeurent actuellement limitées et dépendantes de l'État. La deuxième interrogation concerne les voies d'amélioration de la gouvernance et de la gestion des finances locales pour des services publics de proximité
et de qualité. Et la dernière question a trait au respect du droit et à la responsabilité comme condition nécessaire pour des finances locales au service du développement et de la réduction des inégalités. Mesdames et messieurs, les collectivités territoriales dépendent financièrement de l'État et subissent par transitivité les effets de la mondialisation, de l'interdépendance des économies et du développement de l'économie numérique. Elles sont également impactées par les effets de la mobilité des assiettes fiscales dues à l'érosion de la base imposable et au transfert de bénéfices. Dans le cadre de sa mission d'assistance technique à l'administration marocaine, le professeur Michel Bouvier a relevé que les ressources fiscales des collectivités territoriales proviennent en grande majorité de transferts de produits fiscaux, soit au titre d'impôts partagés tels que la TVA, l'impôt sur les sociétés et l'impôt sur le revenu, soit au titre d'impôts locaux vis-à-vis desquels elles n'ont aucune capacité politique et juridique, cas des 3 taxes gérées par la Direction générale des impôts, à savoir la taxe d'habitation, la taxe sur les services communaux et la taxe professionnelle. Et dans les 10 dernières années, 88% en moyenne des ressources fiscales des collectivités territoriales proviennent des recettes fiscales transférées ou gérées par l'État. L'essentiel des transferts de l'État aux collectivités territoriales provient de leur part dans le produit de la TVA, 30%, de l'IS 5% et de l'IR 5%, représentant 2/3 de leurs recettes fiscales durant l'année 2018. Cette dépendance à l'égard de l'État, des dotations de l'État, est profitable pour les collectivités territoriales en présence d'un bon système national, mais elle met les finances locales en situation de risque si le système fiscal de l'État ne génère pas de ressources suffisantes. Pour le cas du Maroc, ce risque tend à devenir une réalité depuis ces dernières années, du fait de la tendance à la baisse des taux de progression des recettes fiscales. Cette baisse provient entre autres de l'octroi d'exonérations totales ou partielles, des abattements au niveau de la base imposable, des provisions en franchise d'impôt, des réductions d'impôts, etc. À ce sujet, il est important de noter que 57% des dépenses fiscales sont constituées d'exonérations totales. À partir de 2012, ces dérogations fiscales ont augmenté de manière substantielle. Face à l'importance de ces dérogations, un nouveau système de référence des dépenses fiscales a été mis en place lors de l'élaboration du dernier rapport sur les dépenses fiscales accompagnant la loi de finances pour l'année 2019. L'application du nouveau référentiel s'est traduite par une baisse artificielle du nombre de mesures considérées comme dépenses fiscales et du coût des mesures. En effet, il semble que l'objectif de ce changement d'instrument de mesure est plutôt de montrer que les dépenses fiscales diminuent alors qu'en réalité elles augmentent. Les incitations ont surtout abouti à accentuer la concentration de la pression fiscale sur un nombre réduit de contribuables qui payent réellement l'impôt. La concentration des impôts s'explique également par l'existence de gros contributeurs au budget de l'État qui assurent une bonne partie des recettes de l'impôt sur les sociétés, le poids du secteur informel de la fraude et l'évasion fiscale. La concentration des impôts, il faut le rappeler, provient substantiellement de la forte concentration économique et financière entre les mains d'un nombre réduit de citoyens qui, en plus, disposent d'une forte influence pour que le système fiscal leur soit favorable. En somme, ce sont les conséquences là, de périodes historiques marquées par des hésitations, un manque de rationalité et de maîtrise de la matière imposable. Afin de faire face à ces dysfonctionnements et conformément aux orientations de Sa Majesté le Roi, une réforme en profondeur du système fiscal marocain est devenue nécessaire. Cette réforme doit être entreprise dans le cadre du renouvellement du modèle de développement. L'impôt devrait être mieux équilibré et plus équitable en vue de réduire sensiblement les inégalités.
La réforme du système fiscal marocain passe nécessairement par la réduction effective des incitations fiscales et un réel élargissement de l'assiette imposable, combiné à la baisse des taux marginaux d'imposition pour les personnes morales et physiques, soit le modèle fiscal dit à assiette large et taux faible. Il faut veiller à la limitation des prélèvements obligatoires sur les classes moyennes et pauvres, ce qui est strictement nécessaire pour respecter le principe classique de la nécessité de l'impôt. L'objectif est que l'impôt contribue à une meilleure ou à une redistribution équitable des fruits de la croissance, mais ce travail de fond exige bien évidemment de la rigueur dans la conception et du courage dans la mise en œuvre. Il reste entendu toutefois que si les finances locales demeurent tributaires d'une forte mobilisation des recettes fiscales, elles doivent également être bien gérées et s'appuyer sur une bonne gouvernance afin de fournir des biens et des services publics de proximité et de qualité. Mesdames et messieurs, l'État et les collectivités territoriales sont co-responsables vis-à-vis du citoyen des prélèvements obligatoires, comme on vient de l'expliquer, des dépenses publiques et de l'action qu'ils exercent. Ils doivent par conséquent veiller à la coproduction des services publics de proximité et de qualité. Le volume des dépenses des collectivités territoriales constitue à ce titre un excellent indicateur du niveau réel de la décentralisation. Au Maroc, les dépenses globales des collectivités territoriales en 2018 ne constituent que 10% des dépenses totales de l'État et des collectivités territoriales. Les dépenses d'investissement réalisées par les collectivités territoriales ont quant à elles représenté seulement 19,5% des dépenses globales d'investissement de l'État et des collectivités territoriales. Si on met dans le dénominateur les entreprises publiques, ce ratio va baisser. À titre de comparaison, en France, les collectivités territoriales ont réalisé près de 70% de l'investissement public en 2015 et 57% en 2018. Cette situation est accentuée par une déconcentration administrative et budgétaire largement insuffisante comparativement aux fortes attentes et exigences des territoires. En 2018, les délégations de crédit au profit des sous-ordonnateurs régionaux, préfectoraux et provinciaux n'ont représenté que 7% des crédits du budget de l'État. Mais en plus, 25% de ces délégations n'a été effectué que durant le deuxième semestre. En définitive, les collectivités territoriales et les services déconcentrés de l'État ne contribuent pas suffisamment à l'effort de développement économique et à la réduction des inégalités sociales et spatiales. Afin de jouer pleinement leur rôle dans ces domaines, l'État et les collectivités territoriales sont tenus de revoir en profondeur leur niveau d'intervention, les mécanismes et outils de gestion et les principes directeurs devant guider leur action. Pour ce qui est de l'État, il doit circonscrire son intervention aux enjeux qui ne peuvent pas être pris en charge par le niveau local. Tout à l'heure, M. le ministre a rappelé le principe de subsidiarité. L'objectif étant de faire en sorte que chaque mission de service public soit assurée dans les meilleures conditions et sans redondance. L'État doit également jouer pleinement son rôle de garant et d'arbitre en dernier ressort. Il doit garantir l'équité et l'égalité des services publics sur l'ensemble du territoire. L'État doit en outre, conformément aux orientations de Sa Majesté le Roi, accélérer la mise en œuvre de la déconcentration administrative et budgétaire. La concomitance de la décentralisation et de la déconcentration vise à favoriser le rapprochement entre les services de l'État et les services des collectivités territoriales dans le domaine de l'appui conseil et de l'assistance en matière de maîtrise d'ouvrage. L'État doit en plus mettre en place un cadre à l'intérieur duquel se déploient ses relations financières avec les collectivités territoriales.
Pour leur part, les collectivités territoriales doivent appliquer les principes de gouvernance qui sont dans la Constitution. Elles doivent intégrer également les valeurs de performance et des résultats, de rationalisation, d'efficacité de la dépense et de mobilisation optimale des ressources. Les collectivités territoriales sont également tenues de procéder surtout à la modernisation de l'administration locale, devant disposer de ressources matérielles nécessaires et suffisantes, ainsi des ressources humaines jouissant de la formation et de l'expertise requises. Car, comme vous le savez, l'excellence des entreprises dépend de l'excellence des administrations. Les dépenses des collectivités territoriales doivent s'inscrire dans le cadre d'une programmation triennale, à l'instar de l'État, donnant de la sorte de la cohérence aux politiques publiques locales et surtout de la visibilité aux citoyens. La digitalisation et la dématérialisation des procédures et des services offerts au niveau local sont de nature à faciliter la vie aux citoyens en leur évitant les déplacements inutiles et coûteux en termes de temps et d'argent. Toute amélioration de la qualité des services publics et leur proximité des citoyens participent de manière notable à la réduction de la pénibilité au quotidien des classes moyennes et pauvres. La décentralisation et la déconcentration contribueront de manière indirecte à augmenter le pouvoir d'achat de ces catégories sociales, car leur propension à épargner va augmenter dès lors qu'elles ne seraient plus contraintes à consacrer une bonne partie de leurs revenus pour payer au privé et au prix fort les frais de transport, d'éducation de leurs enfants, de soins médicaux, etc. Au final, si l'avenir des finances locales est une question de gouvernance et de qualité des services publics rendus aux citoyens, c'est également et surtout une affaire de respect du droit et de responsabilité. Mesdames et messieurs, il est primordial d'assurer un cadrage du système financier local autour des principes constitutionnels de respect de la loi et de responsabilité qui constituent les corollaires naturels du principe de libre administration. Toutes les actions contraires à la loi peuvent compromettre l'égalité des chances entre les citoyens, favoriser une catégorie sociale au détriment d'une autre et aggraver les inégalités sociales et spatiales au lieu de les réduire. Le non-respect de la loi impacte et l'égalité des revenus et l'égalité des patrimoines. Pour ce qui est du non-respect de la loi qui touche l'égalité des revenus, l'exemple des marchés publics des collectivités territoriales est assez significatif. À ce propos, la Cour des comptes relève dans ses rapports, durant la période allant de 2010 à 2018, des dysfonctionnements qui portent sur le non-respect des règles de la concurrence et de l'égalité d'accès à la commande locale. Le non-respect, parfois, de la réglementation des marchés publics par certaines collectivités territoriales, à travers l'éviction irrégulière d'un soumissionnaire, par exemple, donne une opportunité d'augmentation de revenus de certaines personnes aux dépens d'autres. Ces dysfonctionnements constatés sont en partie la conséquence de la suppression en 2010 du contrôle de la régularité des dépenses des collectivités territoriales lors de la phase d'engagement et qui a été, à juste titre, rétabli en 2018. S'agissant du non-respect de la loi qui porte atteinte au patrimoine des citoyens, nous pouvons citer à titre d'illustration le domaine des acquisitions immobilières par le secteur public, de manière générale et par les collectivités territoriales en particulier. Au lieu d'acquérir les biens immobiliers à des prix qui se rapprochent des prix du marché et en conformité avec la loi sur l'expropriation, certaines collectivités territoriales recourent parfois à la voie de fait, en spoliant les citoyens de leurs biens, les amenant à demander justice auprès des tribunaux. Les tribunaux finissent, heureusement, par rétablir le droit en prononçant des jugements obligeant les collectivités territoriales à payer les montants réellement dus, ou dans certains cas, des montants supérieurs au prix réel des biens, en ordonnant l'exécution par saisie-arrêt des disponibilités du compte courant du Trésor ouvert
à Banque Maghreb. De telles pratiques qui commencent à prendre beaucoup d'ampleur risquent d'amener l'État à ne plus pouvoir gérer convenablement les engagements en matière de paiement de salaire, de remboursement des échéances de la dette, etc. Elles peuvent également amener les collectivités territoriales, dont les fonds sont confisqués à travers les saisies arrêts sur le compte courant du Trésor, à se retrouver en situation de cessation de paiement. La voie de fait et l'expropriation à des valeurs inférieures au prix du marché et la non-indemnisation à temps impactent le patrimoine des personnes concernées en le diminuant de manière abusive. Pour remédier à de telles pratiques, l'État et les collectivités territoriales doivent prévoir suffisamment de crédits pour indemniser les personnes concernées, tout en consacrant l'insaisissabilité des biens et des fonds publics pour assurer la continuité du service public, et c'est ce qui est fait à travers le monde. Concernant la responsabilité, il est vrai que la décentralisation peut présenter le risque de dilution des responsabilités par confusion ou manque de clarification des compétences et de n'aboutir in fine qu'à un simple déplacement des compétences et de moyens vers l'échelon local. Pour cette raison, la décentralisation doit être accompagnée par la mise en place de mécanismes de suivi, d'évaluation et de reddition des comptes. Les collectivités territoriales doivent respecter les principes constitutionnels de bonne gouvernance et éviter de faire des délais, voire de la qualité, les variables d'ajustement quand les moyens se révèlent insuffisants ou la complexité excessive. Les collectivités territoriales sont appelées à mettre en place une comptabilité d'exercice qui permet une gestion plus efficace des finances locales. La comptabilité d'exercice permet également de faire ressortir les engagements hors bilan et de dégager ainsi les risques latents liés à la gestion financière locale. L'objectif est d'aboutir à des comptes publics locaux, sincères, reflétant l'image fidèle du patrimoine et de la situation financière des collectivités territoriales et devant servir de support à la reddition des comptes. Les collectivités territoriales doivent également intégrer progressivement les dispositifs d'audit et de contrôle interne fondés sur l'analyse des risques pour déterminer la soutenabilité des finances locales et la capacité de faire face à leurs engagements et de s'assurer en définitive de la continuité des services publics de base. Enfin, les collectivités territoriales doivent appliquer le principe de transparence dans tous les actes, des procédures et les mesures prises dans le cadre de leur gestion, en mettant à la disposition des citoyens toutes les informations en rapport avec la vie de la collectivité. Mesdames et messieurs, il est indéniable que les pouvoirs publics, à travers le monde, aspirent à consolider les finances locales, à offrir à leurs citoyens des services publics de proximité et de qualité, à veiller au respect de la loi et à assurer la reddition des comptes. Les collectivités territoriales et les services déconcentrés de l'État jouent bien évidemment un rôle fondamental dans le processus de développement des territoires en vue de réduire les inégalités sociales et spatiales. Cependant, on constate une faible mobilité intergénérationnelle dans la plupart des pays. Parfois, en France par exemple et en Allemagne, il faut 6 générations, 150 ans, pour que les enfants issus de familles pauvres parviennent à gagner le revenu moyen dans leur pays. 5 ou 4 générations dans d'autres pays de l'OCDE et beaucoup plus dans certains pays en développement. Le vrai défi donc est de réduire les inégalités de revenus et de patrimoine et non de se limiter à la réduction des inégalités existentielles, c'est-à-dire hommes, femmes, nationaux et émigrés, à travers, par exemple, classiquement, l'octroi du droit de vote, l'égalisation des salaires moyens, hommes et femmes,
Donc ce sont les inégalités de revenus et de patrimoine qui sont le sujet aujourd'hui. Certes, les individus sont légalement libres de poursuivre la voie de leur chemin, mais ils se présentent au départ de la course de la vie avec de fortes différences sociales et médicales et matérielles. Et d'ailleurs, ça tombe à point nommé. Hier, nous avons assisté à la lettre royale au niveau de l'Initiative nationale de développement humain, et elle traite justement sur le démarrage dans la vie, surtout pour les enfants et pour les protéger. Donc seules des politiques publiques de l'État et des collectivités territoriales, s'appuyant sur des finances en bonne santé, pourraient conduire à une réduction de ces inégalités et donner les mêmes chances de départ à tous les citoyens. D'ailleurs, l'économiste américain Land Pritchett insiste sur la hausse des salaires ou des revenus des personnes dans leur pays d'origine, puisque, comme vous le savez, les migrations, qui font partie des deux manières d'améliorer ou de réduire les inégalités ou réduire la pauvreté dans le monde, sont fortement encadrées. En effet, la mondialisation et le libre-échange reconnaissent en principe la libre circulation des capitaux, des biens, des technologies et des idées, mais limitent la liberté de circulation des personnes. Donc par conséquent, nous n'avons pas le choix. Les pays en développement, seul un travail constant et permanent sur les inégalités internes demeure la solution. Pour le sociologue et économiste Anderson, sociologue danois d'ailleurs, c'est les pays du Nord, l'Europe du Nord, il insiste sur décommodification, c'est-à-dire la décommercialisation ou la démarchandisation, pour dire que c'est une manière qui peut contribuer à la réduction des inégalités. Il s'agit de services publics, on y est, des services publics non marchands, obtenus comme indus et permettant à une personne de conserver ses moyens d'existence. Dans ce sens, une société qui aspire à atténuer les inégalités appelle principalement des dépenses sociales plus élevées. Encore faut-il que la stratégie dans ce domaine soit cohérente et bien mise en œuvre au niveau régional et local. À cette fin, les collectivités territoriales et les services déconcentrés de l'État doivent compter non seulement sur les moyens humains, mais surtout sur des compétences qualifiées et investir dans le capital humain par la formation et la motivation. Les relations de confiance et la reconnaissance pour les efforts fournis permettent aux compétences d'être performantes, de contribuer au progrès et d'être fiers des résultats atteints et de la mission accomplie. Mesdames et messieurs, je vous remercie. Donc, si vous le permettez, on va faire une pause café très rapide et puis on reprend juste après. Merci beaucoup pour votre attention.